Bonjour à vous toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un épisode de Sante qui ne sera pas un bord de chemin pour cette fois et pourtant nous sommes bien trois derrière les micros. Alors épisode complètement masculin, là égalité filles-garçons, ne m'en parlez pas. Habituellement je suis en infériorité on va dire, mais cette fois-ci je n'ai en interlocuteur que ces messieurs. Alors bonsoir Michael. Bonsoir Sébastien, bonsoir Julien, bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie? Je suis Julien Crémou, professeur des écoles depuis presque 20 ans en Côte d'Or à Nuit-Saint-Georges. Je fais aussi office de directeur d'école depuis presque 20 ans aussi. Je fais pas mal de choses sur les réseaux sociaux. J'ai participé ou lancé un certain nombre de dispositifs. Je me suis intéressé à la classe coopérative, à l'usage du numérique, à la classe inversée, et j'ai eu l'occasion d'échanger pas mal avec Michael là-dessus. Tout un tas de projets pédagogiques motivant les élèves. Alors, désolé pour tes fans, mais on ne va pas faire le tour de tes projets, que ce soit avec du mind test ou pas. On va se concentrer sur un livre, donc on sort un petit peu du numérique, mais tout en y restant. Et alors, et toi, Michael, qui es-tu? Alors moi je suis enseignant en histoire, géographie, EMC en lycée et en milieu carcéral, et également formateur académique et auteur de diverses ressources scolaires. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi je vous ai gentiment demandé et surtout pourquoi vous avez gentiment accepté de venir? Alors il me semble que c'est pour parler d'un ouvrage qui a été publié il y a quelques semaines maintenant et qui s'appelle «Je prépare ma classe avec l'IA», édité chez Vuibert. Il est pas tout seul, Michael, ce livre. Tu en as fait un avant ça. Je dois t'avouer, bon, à quelques semaines, tu as manqué une vente avec moi parce que bon, il me tentait bien. Et puis j'avais une collègue qui m'a dit, mais si tu veux, je te le passe. Coucou Céline, si tu passes par là. Et j'ai dit, d'accord, j'attendrai que tu me le passes. Et entre-temps, vous en avez sorti un deuxième. Quelle est la grosse différence entre les deux? Alors, bien sûr, il y a Julien sur le deuxième, mais Alors je répondrais bien que j'avais envie de travailler avec Julien. C'est déjà une première raison. c'est la meilleure qui soit. Et la deuxième raison, c'est que quand on a sorti la première version, donc qui s'appelle «J'enseigne avec l'IA», au mois de février 2025, très rapidement, quasiment dès la première semaine de la sortie, j'ai commencé à recevoir des messages de collègues du premier degré me disant que qu'ils attendaient la version pour l'école élémentaire. Alors moi au départ j'avais naïvement pensé que ça n'était pas nécessairement utile puisque je donne des conseils dans le premier assez généraux sur mettre en œuvre de la différenciation pédagogique avec l'aide de l'IA, créer des synthèses de cours avec l'IA et toute une série de stratégies. Et je pensais que finalement les collègues allaient s'en emparer pour faire l'adaptation. Et puis très rapidement, ces collègues m'ont expliqué qu'ils trouvaient intéressant de finalement de proposer directement la version pour l'école élémentaire, qui avait quand même des enjeux pédagogiques, des enjeux didactiques qui n'étaient pas nécessairement les mêmes, n'étant moi-même pas du tout enseignant sur ce niveau, il me semblait important de faire appel à la légitimité et à l'expérience de collègues qui seraient reconnus par leurs pairs. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai appelé Julien. Alors, comment va la légitimité et l'expérience? Après, je pense que c'est surtout parce qu'en fait, Miguel l'expliquera peut-être, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'étais pas forcément rentré trop dans l'IA, mais le fait de suivre Michael sur un certain nombre de publications ou autres, ça donnait envie d'essayer. Le fait de découvrir son livre, ça donnait aussi envie d'essayer. Et c'est vrai qu'en plus, ça m'a vraiment très intéressé de pouvoir me lancer dedans. Je dirais qu'aujourd'hui, en quelques mois, en ayant échangé avec Michael, c'est devenu un outil de réflexion et un outil de pratique du quotidien, quoi. Tu as accepté rapidement sa demande?
Ah bah après, j'ai accepté tout de suite. Enfin, j'ai déjà travaillé avec Michael, on avait fait participer à un certain nombre de choses, notamment pour le autour de la classe inversée, avec des présentations et puis des activités sur l'Académie de Dijon. Donc naturellement, il n'y avait aucun souci pour me lancer dans l'aventure avec Michael, quoi. Donc, Michael, te voilà armé d'une légitimité, comme tu l'as dit. Comment est-ce que vous commencez le travail? Est-ce que vous repartez du premier livre en vous disant on va faire une adaptation avec les remarques qui me sont remontées ou vous avez fait bon, Julien, donne-moi des idées et moi j'en fais une adaptation. Alors la première partie effectivement a consisté à relire le numéro 1, le J'enseigne avec l'IA, avec les lunettes de l'école élémentaire. Donc la première partie du travail, c'est essentiellement Julien qui s'en est chargé et qui a relu toutes les fiches, toutes les activités qui étaient proposées dans le premier pour proposer de nouveaux exemples, puisque évidemment là tous les exemples doivent être sur les cycles 2 et 3. Et puis au fil de la lecture, Julien lui-même nous a dit, donc avec les éditrices qui travaillent autour de ce projet, qu'il y avait probablement des fiches complémentaires à ajouter et à l'inverse des fiches qui n'avaient plus du tout d'intérêt au regard du nouveau la nouvelle catégorie de collègues auxquels on s'adressait dans le cadre de cet ouvrage. Donc ça a été la première partie d'actualisation et d'adaptation. Et puis ensuite, on a eu un gros défi, c'est la partie numéro 2, puisque la partie numéro 2, elle visait à apprendre avec l'IA. Donc elle était plutôt destinée aux élèves, en tout cas aux élèves par l'intermédiaire des enseignants. L'idée était de dire aux enseignants, voilà comment est-ce que vous pourriez conseiller à vos élèves d'utiliser des outils d'intelligence artificielle générative au service de leurs apprentissages, pour réviser, pour rédiger, pour pratiquer les compétences orales, etc. Sauf que, évidemment, quand on parle d'élèves qui ont moins de 14 ans, il n'est plus du tout question de laisser ces élèves plus jeunes avec un outil d'intelligence artificielle générative dans les mains. D'une part parce que nous-mêmes on est convaincus qu'il ne faut pas le faire avant un certain âge, et d'autre part parce que depuis nous avons un cadre d'usage de l'intelligence artificielle qui a été publié par le ministère de l'Éducation nationale et qui nous dit que ce n'est pas possible avant la classe de 4e. Donc là, il a fallu qu'on imagine d'autres propositions et très rapidement, en fait, on en est arrivé à la conclusion qu'on allait proposer des activités pour aider les enseignants à enseigner une culture de l'IA, ce que de plus en plus on appelle plutôt une littératie de l'IA. Et donc permettre aux enseignants d'évoquer ces thématiques avec leurs élèves, parce qu'il y a énormément d'enjeux à évoquer avec les élèves pour leur permettre d'être sensibilisés à ces outils avant qu'ils ne soient autorisés à les utiliser. Et donc l'idée, c'est d'en faire des citoyens responsables qui sauront se confronter à ces outils et ne pas être des objets de ces outils technologiques. Oui, en fait c'est un passage vers l'EMI, quoi, l'éducation aux médias et à l'information, plutôt qu'un apprentissage de l'usage de l'outil. Ce qui, en plus, vous cadrez non seulement avec les textes, ce qui est tout à votre honneur, mais aussi avec mes convictions personnelles là-dessus. L'effet magique de l'IA est trop prégnant à mon sens, mais bravo à vous. Et ça répond déjà à une petite question que je me posais sur la structure du livre. À un moment, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais peut-être que dans un livre plus classique, j'aurais vu la partie 2 avant la partie 1. Mais on va y revenir. Une question, vous avez travaillé super vite. Je dirais que la partie relecture, à partir du moment où les choses ont été lancées, Michael, ayant déjà toutes les fiches à disposition de sa première partie du livre 1, bah, au final, ça a été un travail de relecture. Donc régulièrement, sur un mois, il y avait des relectures, il y avait des annotations, il y avait des remarques, il y avait des reformulations. Sur un certain nombre de parties d'introduction, est-ce qu'on les change, est-ce qu'on modifie pour que ça soit adapté au premier degré? Et donc ça s'est fait au fil du temps.
assez rapidement. Par contre, la deuxième partie, ça a été quand même beaucoup plus important parce qu'il a fallu à la fois réfléchir à comment on allait organiser cette partie, qu'est-ce qu'on allait y mettre, et puis ensuite, il fallait construire tout de A à Z, quoi. Grosso modo, vous avez réussi à faire que le livre soit prêt à partir pour l'impression en combien de temps à peu près? Parce que si vous voulez, j'ai été vraiment étonné de voir celui-là sortir aussi rapidement. Au départ, contrairement à ce que vous venez de nous dire, j'ai cru que vous aviez commencé à l'écrire en même temps que le premier, mais en collaboration à deux, ça vous aurait pris plus de temps. Pas du tout. En fait, c'est la version vraiment adaptée du premier. Alors, en fait, en termes de chronologie, comme je le disais tout à l'heure, la demande, elle est arrivée dès la première semaine, hein. En fait, moi, mon éditeur est revenu vers moi 15 jours avant la sortie du premier, déjà, en me disant, en fait, je crois qu'il va falloir qu'on pense tout de suite au deuxième. Il commençait à avoir des petits indicateurs montrant que a priori on s'était pas trop trompé et que c'était un ouvrage qui était attendu par plusieurs collègues. Voilà, moi je me suis mis au travail en réfléchissant justement à un co-auteur et puis à un plan et voilà. Et puis ensuite on va pas se le cacher, hein, avec Julien on a bossé comme des forçats entre le mois de mars et le mois de juillet. On y a sacrifié quand même quelques soirées, quelques semaines de normalement de repos, mais parce que il y avait une demande forte à la fois des collègues, forte de notre éditeur, de proposer cet ouvrage assez rapidement et de répondre à cette demande des collègues. Alors, la demande de l'éditeur, j'étais pas étonné parce que, on va pas se le cacher, sur l'IA, il y a une grosse demande. Mais en plus, c'est un secteur qui change beaucoup, beaucoup, tout le temps pour le moment. Mais c'était vraiment merci pour cette explication de la construction, de l'ouvrage. Alors justement, là, l'ouvrage, il est là, il est sorti sous forme de fiche. Pour la première partie, très 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 opérante, très pratico-pratique comme disent certains, et avec une deuxième partie encore version fiche, mais avec on va dire une visée donc plus de culture. Je pense que la deuxième partie pour les collègues, c'était vraiment vraiment pour ne pas passer à côté, quoi. C'était voilà, bon, j'ai appris des choses aussi, c'était bien. C'était très pratique, merci. On peut avoir des exemples? Tu vois, comme sur l'IA, c'est un secteur qui est très en mouvement, qui est très neuf, etc. Je pense qu'on a tous eu une démarche d'apprentissage là-dessus qui est très différente les uns des autres. Moi, mes premiers gros morceaux de l'IA à titre personnel, c'est sur une vidéo des défécateurs qui explique comment fonctionnent les LLM justement à partir de l'idée du cabinet chinois. Et j'avais trouvé ça super évident. Et je me suis toujours dit, ah punaise, mais ça quand même, ça doit être faisable avec les gamins même pour leur expliquer que on va pas rentrer dans les statistiques, etc., l'analyse probabilistique des algorithmes, mais eh ben oui, vous l'avez fait. Voilà, ça s'appelle comment comprendre le modèle, le fonctionnement de langage. Et vous commencez par une phrase toute simple, le chat boit. Voilà, on la voit bien là. On la sent bien la séance là. Il n'y a pas de. Et c'est avec. C'est pas connecté. Enfin voilà. Le côté très pratique, Julien, est-ce que ça te parlait aussi au niveau du livre? Moi, ayant découvert le livre pour le secondaire, j'avais beaucoup apprécié parce qu'en fait, il y avait à l'aspect, on pouvait le lire d'une traite avec un certain nombre de sujets, on pouvait aussi aller rechercher à tout moment des sujets. Et puis, ce qui est intéressant, et je suis pas tout seul parce que j'ai des retours de plusieurs enseignants du premier degré. Moi, ce que j'avais beaucoup apprécié dans le premier, c'est que dans l'air de rien, dedans, il y a l'IA, mais il y a aussi tout un tas de choses qu'on peut utiliser en termes de pédagogie. Le fait de revenir sur un certain nombre de principes, le fait de parler de la CEA, le fait d'avoir des choses pratiques et qui permettent aussi de s'acculturer à de la pédagogie. Et en fait, c'est quelque chose qui était super intéressant. Et j'ai plusieurs collègues qui m'ont dit que c'était super bien parce qu'ils s'étaient dit, je travaille sur l'IA, j'ai découvert des choses que je peux faire avec l'IA. Mais aussi, j'ai pu ouvrir un petit peu les champs des possibles pédagogiques.
Oui, et alors là, bravo, parce que ça, c'est le gros point fort de votre livre, en fait. C'est que il y a jamais, il y a pas de fiche découvrir l'IA pour l'IA. Il n'y a pas faites de vous un personnage Simpson juste pour le plaisir d'expliquer la génération d'une image. Non, non, il y a toujours, et tu as dit, il y a la conception universelle des apprentissages, il y a des morceaux, on pourrait vous dire, oh là là, vous êtes vraiment dans les programmes avec de comment j'utilise de la pédagogie de l'explicite avec de l'IA aussi. Il y a comment on fait un World Café. Ça donne envie. Il y a les classiques, est-ce qu'on peut faire un escape game? Donc vous avez réussi à faire en sorte, alors là, pardon, Michael, je vais te poser la question, c'était déjà ta volonté dans le premier? Oui, alors vous savez même pas à quel point vous me faites plaisir en disant ça, parce que c'est devenu une blague en fait moi dans mes formations. C'est-à-dire que une fois que les collègues ont lu cet ouvrage ou participent à certaines formations que je peux donner en établissement, la plupart du temps c'est le retour que j'ai, c'est-à-dire qu'en fait ils ont l'impression que c'est un piège et que je suis pas là pour leur parler d'IA et que je suis en train de leur parler de pédagogie. Et en fait, c'est totalement vrai. Mais pour moi, c'est vraiment important parce que un des premiers conseils qu'on donne quand on fait des formations à l'IA, c'est de rappeler qu'on ne devrait jamais utiliser une intelligence artificielle générative sur un sujet que l'on ne maîtrise pas. Puisqu'il faut toujours qu'on garde notre regard critique, notre esprit critique et notre expertise professionnelle. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle, c'est de mobiliser un bon outil avec des bons concepts pédagogiques pour réaliser ce qu'on sait faire de mieux, à savoir enseigner en mobilisant les meilleures stratégies pédagogiques adaptées à nos contextes d'enseignement respectifs. Eh ben, écoute, le pari est réussi, j'ai envie de te dire. Il y a pas, j'ai pas eu cette impression. Alors, c'est pas le premier livre que je lis là-dessus. J'ai eu la joie de tomber dans d'autres livres qui étaient pas de la même qualité, on va dire, qui se prétendaient quand même aider l'enseignant et qui tombait par contre dans ce travers, c'est-à-dire qu'à aucun moment on ne parlait pédagogie, mais même de la pédagogie basique, du travail de groupe ou ce genre de choses, hein. Ça reste quand même une belle réussite où on se dit, ah, celui qui a écrit ça quand même, bon ben c'est pas le gars qui a son cousin dans l'enseignement. Non, lui, il a quand même tendance à un peu mettre la main à la pâte, on va dire. Moi, j'ai envie de savoir, on va faire un petit comparatif. Il y a plus ou moins de fiches que dans le premier. Très bonne question. Moi, je les ai Question pas piège. comptées. Oh, comment ça? Mais comment fais-tu pour vendre ton livre, Michael? Il faut savoir. Il faut savoir combien de fiches, enfin. Il y en a qui ont été supprimés, il y en a qui ont été rajoutés. Je serais incapable, il faudrait avoir les deux livres devant. En fait, on a même. Mais je dirais qu'au final, si on cumule avec la deuxième partie, il y en a moins, puisque déjà en termes de nombre de pages, le deuxième est un peu plus court, un peu plus petit. Et puis vraiment, j'avais créé pour le premier toute une série de fiches à utiliser au service des élèves. Là, on s'est limité à 9 fiches d'activité mobilisables par les enseignants en classe. Et des ressources à disposition après pour les contenus, en fait. Ah ben alors les ressources, si vous voulez, on en parle quand même parce que alors jusqu'à maintenant, j'ai parti de l'idée que les personnes connaissent le livre, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc vous avez à chaque fois vous avez gardé une structure de base que vous avez répétée de fiche-outil en fiche-outil, c'est le principe, ma foi. Hein, à chaque fois, vous arrivez avec une petite explication quand même sur ce qu'on va faire. Vous avez le prompt qui va avec. Pour ceux qui n'ont toujours pas la référence, c'est là ce qu'on va demander au programme. Vous avez à chaque fois une ressource sous forme d'un QR code. Et qu'est-ce que j'oublie? Un retour d'expérience. Retour d'expérience et exemple d'utilisation. La boucle enfin, je trouve que la fiche fait le tour quand même. Alors, il y a des ressources que j'ai apprises, hein, quand même, c'est toujours la même chose. Ouais, je sais pas, je ne suis pas un expert, hein, d'un autre côté, mais voilà. Et vous avez par contre eu une démarche dans le livre, ça, je ne sais pas si je suis bien, je pense que l'idée vient de Michael. Vous avez eu l'idée de ne pas multiplier
comment dirais-je, les approches de l'IA, mais de garder l'idée on garde une IA générale, que ce soit un ChatGPT, un Mistral, un Gemini, et on apprend à lui faire ce qu'on veut, plutôt que d'aller sur des IA faites, mettez tous les guillemets que vous voulez, pour les enseignants, et de se cantonner là-dedans. Alors oui, là, effectivement, c'est vraiment l'objectif, et je préciserai que derrière, il y a une volonté assumée, parce que, alors certains d'entre vous connaissent probablement des outils spécifiques qui sont en train de se développer à destination des enseignants, surtout dans le monde anglo-saxon par ailleurs. L'un des plus connus et l'un des premiers à s'être développé, c'est Magic School par exemple. Moi, je dois avouer que j'ai un gros problème avec ce genre d'outils. Alors, total respect pour la société qui se développe, pour les solutions clés en main qui sont en train de se développer, mais moi, ça me pose un souci parce qu'à partir du moment où on utilise ce genre d'outils, on considère que on va demander une séquence, où on va demander une activité pour telle ou telle pratique, un quiz, un QCM, mais on laisse l'outil faire à notre place. Or, cet outil, il a été configuré par quelqu'un. Et donc, ça veut dire que nous, on abandonne ici ce que j'appelais tout à l'heure notre expertise professionnelle pour la laisser à un algorithme, pour la laisser à une société qui va décider à notre place quelle méthode il est bon d'utiliser. Et ça, moi, c'est totalement impensable. Je préfère utiliser un outil généraliste et garder le contrôle. Toujours garder le contrôle et contribuer au développement professionnel des enseignants pour qu'ils apprennent à utiliser ces outils tout en gardant le contrôle, plutôt que de laisser la main à une société qui, par ailleurs, d'un point de vue culturel, n'aura pas les mêmes choix qu'un enseignant en France. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que ces sociétés, pour la plupart, elles sont anglo-saxonnes. Or, quand on a la chance d'aller visiter des écoles aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre, on se rend très vite compte qu'on n'enseigne pas de la même façon dans ces pays qu'en France. Et en disant ça, je dis pas qu'il y en a un qui fait mieux que l'autre. Juste, nous n'avons pas les mêmes histoires, nous n'avons pas les mêmes méthodes, nous n'avons pas les mêmes approches, donc on ne peut pas faire la même chose. En gros, moi, ce que j'aime bien dans ce qu'il y a dans ton idée, c'est que on va pas sacrifier des degrés de liberté à un côté pratique qui risque de se retrouver une jolie cage dorée. Voilà. C'est ça. Il vaut mieux prendre le temps de se former un peu. Et sincèrement, quand on voit ce que vous proposez, on voit bien qu'il ne faut pas y passer non plus des heures pour certains résultats. Et ça reste toujours d'abord, d'un autre côté, vous vous adressez à un public qui veut se former là-dessus, qui a un besoin de se former là-dessus, et ceux qui utiliseront les solutions, la solution comme Magic School. Mais il y en a d'autres qui sont plus, on va dire, peut-être un peu plus sur notre continent, mais je ne suis pas forcément sûr que ce soit de meilleur aloi, parce que autant on a, que ce soit ChatGPT, Mistral, etc., on a une idée de ce qu'il y a derrière. Alors, on a une idée de ce qu'il y a derrière, je m'entends. Mais quand vous allez utiliser quelque chose comme Magic School, vous ne savez pas forcément ce qu'il y a derrière. Vous n'allez pas forcément savoir ce qu'il y a derrière ce site qui vous propose d'écrire vos commentaires ou je ne sais quoi. Tant qu'à faire, on prend le temps avec une IA généraliste et on lui dit ce qu'on veut faire. Et là encore, vu le nombre d'exemples que vous donnez, j'ai envie de vous dire, le travail, ça y est, il est fait. La personne, le collègue part là-dessus et ça devrait lui suffire. Et même plus, vous avez cet apport de culture qui va manquer à ceux qui veulent commencer sur ce terrain-là pour qu'ils puissent se dire « Ah bah oui, parce que je m'y prenais comme un pied, je ne faisais pas de conditionnement au départ, je ne lui disais pas ce que je voulais. Là, à chaque fois dans le livre, ils nous disent comment il doit se considérer. Donc quand même, là, j'étais passé à côté. » Oui, c'était juste dire aussi, alors ça apparaît plusieurs fois dans le livre, mais c'est aussi ce qu'on fait quand on utilise l'IA générative. C'est qu'en fait, le regard critique, quand il y a une proposition, ben on est tout de suite dans la reformulation en disant bah, c'est très bien, mais moi je souhaite que ça soit refait de cette manière-là et que les outils en ligne
tout fait, on peut pas avoir cette main là-dessus. On peut pas reprendre comme on le fait naturellement quand on produit une séquence, on fait quelque chose, on a un regard critique en disant bon bah je l'ai fait, je suis pas mécontent, mais je me rends compte que ça va pas en le relisant, je reprends. Et ça, c'est l'avantage qu'on peut avoir avec une IA générative. Tout à fait. Et on va avoir ce regard, cette prise de recul peut-être un peu plus. On va vraiment l'avoir peut-être plus par rapport à un guide pédagogique où on va nous fournir des séances toutes faites et qui parfois ne tiennent vraiment pas la route. Ça correspondent pas à nos pratiques ou à nos habitudes ou notre manière de fonctionner. Et c'est pas toujours évident. Exactement. Bah, en fait, c'est une partie de ce qui est dit dans la deuxième partie. Vous avez gardé l'ordre qui était qui était celui-là. Euh, c'est amusant, mais vraiment, je vous dis, j'aurais vu un ordre inverse. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais bien vu la deuxième partie au départ. Peut-être parce que vous avez les repères un peu historiques, vous avez de façon un peu classique ce qui est généralement on va le trouver au début, les explications, mais bon après c'est. Alors je trouve ça intéressant parce que vraiment je ne m'étais jusqu'à présent jamais posé cette question d'inverser les deux parties parce que pour moi elle répondait à l'ordre du questionnement des collègues. C'est-à-dire que finalement là au bout de 3 ans ce que j'observe, c'est d'abord des collègues qui, après avoir passé le cap de dire mon Dieu, il faut qu'on interdise cet outil, on ne veut pas en entendre parler. La plupart des collègues sont revenus vers moi en disant bon, finalement, on commence à voir un petit peu quel intérêt on pourrait avoir derrière cet outil, et on voudrait d'abord l'utiliser nous dans nos pratiques professionnelles, voir comment est-ce que on peut l'intégrer dans nos prépas de cours, etc. Et ce n'est que depuis quelques mois que je commence à avoir des demandes d'établissement et que j'accompagne des collègues pour voir comment désormais on peut accompagner les élèves. Mais parce que désormais, les enseignants se sentent suffisamment outillés, ils se sentent suffisamment à l'aise avec ces outils pour en parler avec leurs élèves et ne pas être mis en difficulté. Toi, Michael, par exemple, dans ton utilisation de l'IA, tu utilises un outil en particulier, tu fais du local, tu utilises des services en ligne, tu as pris un abonnement. Alors oui, alors forcément, en tant que formateur, je suis amené à tester plusieurs outils, beaucoup d'outils. J'essaie de me tenir informé sur tout ce qui est proposé. Néanmoins, pour le moment, j'en reviens encore très très régulièrement à ChatGPT d'OpenAI. D'une part parce que ils ont régulièrement un coup d'avance, et que malgré tout ce qu'on peut lire parfois sur tiens, un tel modèle a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire sur du codage, sur la gestion des statistiques, etc. Pour un usage lambda et généraliste, OpenAI reste quand même toujours un peu en avance. Et puis ensuite parce que parmi tous ces modèles, moi ce qu'il y a derrière cette société, l'histoire de cette société, les choix de cette société, le statut juridique également de cette entreprise m'intéresse. Et donc, pour l'instant, je reste fidèle à ChatGPT. En tout cas, c'est la seule solution pour laquelle j'ai un abonnement et je paye un abonnement par mois. Mais je préviens toujours les collègues, par contre, que il faut pas trop s'attacher. Et que donc moi, Oui, alors je parle le des fameux outils, hein. volage. Mais qu'en fait, pour moi, ce qui va se passer avec les IA génératives, c'est en gros ce qu'on a vécu il y a 20 ans avec les moteurs de recherche. Avec Lycos, avec AOL, etc. Il y avait quand même beaucoup d'entreprises qui étaient dans la bataille, et à la fin, il n'en reste que quelques-unes. À mon avis, pour les sociétés qui aujourd'hui se lancent dans cette course aux IA génératives, il va y avoir du mouvement, et on l'a vu notamment cet été, donc l'été 2025, il y a des gens qui sont passés d'un côté ou de l'autre, il y a des gens qui sont débauchés, et puis il y a des rachats qui se mettent en place. Donc je suis pas attaché à une marque en tant que telle. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui corresponde à mes valeurs et qui soit utile dans ma pratique professionnelle. Julien, de ton côté, toi, tu as quelle utilisation? Alors,
moi, j'ai une utilisation gratuite. Enfin, j'ai pas d'abonnement. Euh, Ayant démarré avec ChatGPT, j'utilise beaucoup ChatGPT. J'utilise un petit. Alors, clairement, j'utilise que des IA génératives basiques, mais j'ai fait un peu le chat, j'ai fait un peu copilote. J'ai j'ai travaillé avec la classe. Alors, pour créer des images à partir de textes d'élèves, j'avais travaillé avec Copilot, je crois. Enfin, j'ai voilà un tout petit peu de choses comme ça, mais au final, enfin, et d'ailleurs les collègues quand on en parle un petit peu là, bah, j'ai pas du tout d'outils spécifiques où je peux essayer avec de différentes choses et j'ai pas du tout d'abonnement. D'accord. Non, en fait, c'est un peu je parle un petit peu d'IA quand je fais de la formation et auprès des directeurs parce que ça reste toujours quelque chose que je sais qu'ils vont aborder de façon un peu rapide en se disant bah, tiens, je vais essayer ça. Ben, dis donc, c'est pas terrible hein, en fait. Et donc de leur expliquer, moi, il y a deux choses qui m'importent, c'est que déjà, ils mettent pas d'argent pour le moment là-dedans et qu'ensuite, ils ne mettent pas de boulot, comment dirais-je, sensible aussi là-dedans. Petit point, alors pas petit point pub justement, si vous avez un ordinateur qui tient un peu la route, ça reste un point important, vous pourrez peut-être avoir envie d'installer une IA en local. Alors jusqu'à maintenant, vous alliez trouver un logiciel qui s'appelle Olama, que je trouvais très technique pour les mortels de base comme nous, enfin, comme moi du moins. Et là dernièrement, j'ai essayé LM Studio. Alors comment vous expliquer? C'est un logiciel que vous installez en local et dedans vous chargez des modèles d'IA. Ça va vous dire combien de ressources il pompe sur votre machine. Ça ne sera jamais aussi rapide que les gros serveurs qui alimentent un chat GPT ou voire même un Mistral. Mais si vous voulez vous amuser, vraiment découvrir les outils, voir ce que c'est possible, eh ben, je vous encourage à essayer. Surtout que vous avez, bon, il y a des modèles dont on n'a pas parlé ici et qui sont un petit peu tendancieux comme DeepSeek qui nous vient de nos chers amis chinois, où on ne sait pas où partent les données. Ben là, quand vous restez en local, là au moins, vous n'avez pas trop ce souci. Donc, si vous avez envie, chers auditeurs, auditrices, de vous mettre un peu les mains dans le cambouis, je vous rassure, ça reste simple à mettre en œuvre. Vous pouvez utiliser donc LM Studio. Ce sera dans les notes de l'émission. Est-ce que vous avez, messieurs, un regret sur cet ouvrage? Bah, moi, je peux me permettre de le dire parce que sur la deuxième partie, le fait est qu'il y a eu une discussion par rapport au nombre de pages et qu'il a fallu trancher et ne pas mettre toutes les fiches. On avait envisagé, alors à un moment, on était parti sur pas loin d'une vingtaine. Enfin, on avait réfléchi on avait envisagé d'en proposer bah, éventuellement plusieurs par niveau et puis il a fallu trancher en fait. De ton côté, Michael, pas de regret? Oh si, plein. Moi, l'éditeur est obligé de m'arracher le manuscrit des mains à la fin parce que j'ai plutôt tendance à vouloir tout changer et rajouter. Donc, il y a effectivement beaucoup d'autres choses qu'on aurait voulu mettre, des outils, pouvoir également approfondir les ressources numériques qu'on propose aux collègues. Et d'ailleurs, ben, ce sera fait. C'est-à-dire que on espère qu'il y aura des rééditions dans les prochains mois et donc c'est un ouvrage qui va continuer à s'enrichir au fil des mois puisque alors il est pensé au départ c'était vraiment le deal de départ si on revient encore une fois au projet d'origine, moi j'ai mis 6 mois avant d'accepter vraiment cette proposition parce que justement je voyais ce qui circulait, je voyais ce que d'autres auteurs avaient proposé et comme tu l'as dit au départ, finalement il y a un risque de proposer un ouvrage qui finalement soit dépassé au bout de 6 mois, au bout d'un an. Moi j'ai mis quand même un petit bout de temps à réfléchir à cette structure pour me dire il faut que cet ouvrage reste d'actualité dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais malgré tout, il y a quand même des activités auxquelles je n'avais pas pensé tout de suite. Là, quand on parle de la partie 2 sur l'enseignement d'une culture de l'IA, il y a évidemment plein de choses que moi je retente avec mes élèves. Là, à la fin de la semaine, je vais par exemple
exemple proposé un atelier à mes élèves sur l'intelligence artificielle et l'empathie. Qui est voilà une thématique qui me semble importante de développer au regard des dernières statistiques qui ont été publiées et en Europe et aux États-Unis et qui montrent que de plus en plus d'adolescents utilisent l'intelligence artificielle comme un ami virtuel. Et donc ça à mon sens, il faut qu'on en parle avec eux, il faut qu'on parle de ces relations sociales qui se construisent avec une intelligence artificielle, il faut qu'on les alerte. Et donc moi j'ai déjà commencé à penser aux fiches d'après. En plus, là-dessus, tu as l'exemple du chercheur qui s'est complètement perdu. Alors, je sais plus s'il était chez Google ou pas, quand il a commencé à se dire, mais je discute avec un être qui est conscient. C'est horrible ce qu'ils sont en train de faire. Enfin bon, j'imagine qu'il y a de quoi faire. Mais oui, c'est un peu malheureux. Mais est-ce que c'était imprévisible vraiment que si on donne ce genre d'outils dans les mains de jeunes, ils puissent se dire, ah ben lui au moins il me comprend. Alors c'était d'autant plus prévisible que si on revient sur l'histoire de l'intelligence artificielle, on a de très très nombreux exemples. Le plus ancien et qui commence à être connu désormais parce que les publications sont multipliées sur le sujet, mais c'est Elisa, l'ancêtre du chatbot qui a été créé en 1966, si mes souvenirs sont exacts, et qui reproduit un psychothérapeute qui suit une méthode bien précise, et donc l'algorithme a été configuré, et je répète, en 1966, a été configuré pour reproduire cette méthode d'analyse. Et puis en fait, le créateur et utilisateur de cet outil qu'il a appelé lui-même Elisa, et le simple fait de donner un nom déjà, ça interroge, s'est rendu compte très rapidement de quelque chose qui l'inquiétait, c'est qu'il s'est aperçu que ses patients allait beaucoup plus loin dans l'analyse avec Elisa qu'avec lui. Et que finalement, il faisait plus confiance à une machine qu'à un autre être humain. Et lui, ça l'a alerté, et donc il a mis fin à cette expérience, qui depuis s'appelle l'effet Elisa, c'est-à-dire l'effet de donner ce sentiment de conscience à une machine, à une intelligence artificielle. Et donc, on sait ça depuis les années 1960. Et depuis, on a eu beaucoup d'autres exemples, et dans la littérature, et au cinéma. Je pense notamment au film Her, qui est sorti en 2013. C'était de la science-fiction en 2013, et pourtant... ça se posait déjà là. Voilà, on avait tous les éléments dans cette histoire pour voir que des dérives pouvaient exister. Tout à fait. Bon, et après, il y a des dérives de la dérive. Hein. Si tu parles de il faut aussi savoir qu'un peu plus tard, ils se sont dit, mais si on donnait une voix à l'IA, et si on faisait générer une voix qui ressemblerait un petit peu à celle de Scarlett Johansson dans le film, mais sans prendre vraiment Scarlett Johansson. Enfin bon, l'histoire est encore sympathique. Donc, si j'ai bien saisi, on va attendre les mises à jour futures de l'ouvrage. Alors, si vous croisez votre éditeur, vous pouvez lui passer un message de ma part. J'aime bien les livres en numérique. Surtout quand il y a des liens et tout ça dedans. C'est tellement pratique. Parce que là, j'ai pris des notes, etc. C'est très sympathique, mais vraiment, je suis à la limite en train de le numériser, votre ouvrage. Hein, vraiment. C'est un peu embêtant, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Mais j'aurais adoré acheter l'EPUB, hein, vraiment. D'ailleurs, petite recommandation à tous les éditeurs de livres qui ont trait à la pédagogie, hein. Mythes et légendes, si tu m'entends, faites tous vos livres en numérique, ça ne pèse plus rien et moi, ça me facilite la vie pour prendre des notes. Bon, passons, ça, je voulais vous dire. Alors, justement, j'ai fait mon retour. Petite info en exclusivité, ça arrive dans quelques jours. Tu veux dire que je vais devoir racheter le livre? Tu veux dire que tout ce temps que j'ai passé à prendre des notes là sur le livre, c'était inutile? Non, ça n'est jamais inutile d'acheter un livre et d'annoter le livre et d'utiliser un stylo. Mais effectivement, là, on est clairement justement sur la rapidité de la sortie de cet ouvrage. Pour J'enseigne avec l'IA, la version numérique est sortie
immédiatement. Je crois qu'il y a eu une semaine de décalage entre la version papier et la version numérique. Là, en fait, la version numérique, elle a été commandée et elle est en cours. Donc voilà, moi je sais que le contrat a été passé et qu'il y aura la version numérique. C'est vraiment une question de jours. Bon, bah écoute, c'est pas grave, je ferai un cadeau. Avec des notes dessus. Voilà. Oui, mais j'ai tout fait au crayon, monsieur. Voilà. Il y a de la gomme qui va y passer, mais j'ai tout fait au crayon. Puis la personne n'écoutera sûrement pas cette émission, donc ça va. Ben justement, moi j'ai fait mon retour. Quels sont les retours que vous avez sur celui-là de livre? Puisque vous aviez les demandes au départ. J'étais, au moment de la sortie, 3 jours après, j'étais à Ludovia. Et c'est intéressant parce qu'il y a des collègues qui l'avaient ou qui ont pu l'acheter sur place ils ont beaucoup apprécié le fait qu'il y ait ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, le fait qu'il y ait des aspects pédagogiques et puis qu'il y ait des fiches toutes prêtes avec des exemples. Là, ils trouvaient ça très intéressant d'avoir ces éléments-là. Et puis, de quoi se lancer réellement et avoir aussi du recul. C'est-à-dire que c'est pas juste je me lance avec des prompts et puis que je les lance, mais je sais que tel prompt si je le fais de telle manière, va avoir tel effet, et ce regard par rapport à ce qu'il peut y avoir comme effet quand on réfléchit à son prompt. Et puis sur la deuxième partie, je pense qu'il y avait un petit peu d'étonnement parce qu'il pensait pas forcément, enfin, c'était pas quelque chose qui était envisagé, le fait qu'il y ait cette proposition de littératie de l'IA, et c'était pas forcément quelque chose qui était attendu. Enfin, moi, c'est pas, ils étaient un petit peu étonnés que c'est quelque chose comme ça. De ton côté, Michael, est-ce que les gens qui t'avaient dit, mais alors, et pour le primaire, se sont revenus vers toi en disant, ah, ben quand même. Ben oui, et ça me donne l'occasion de remercier tous ces collègues qui ont fait des retours incroyables, soit à titre personnel en envoyant un mail, en prenant le temps d'envoyer un mail, soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux, en relayant, en publiant des communications au moment où ils étaient en train de lire et d'annoter cet ouvrage. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis ensuite, ça, comme d'habitude, et c'est le but d'écrire un ouvrage et puis de structurer la pensée, c'est qu'à un moment donné, on livre tout ça aux collègues. C'est quand même là, sur ces ouvrages, l'essentiel, c'était de créer un outil qu'on espérait utile aux collègues, et après de pouvoir poursuivre la discussion. Moi, j'ai eu des retours vraiment très intéressants qui m'ont fait réfléchir. Un exemple très concret d'une erreur qu'on a commis au départ, enfin que j'ai commis au départ sur le premier ouvrage, c'est que dans les ressources numériques, quand on va voir les exemples de prompt, il y a dans la ressource numérique le prompt, et puis ensuite il y a la réponse du prompt qui est notée, et la phrase qui introduit la réponse, c'est l'IA a dit. Et j'ai eu une collègue, en l'occurrence, qui m'a écrit en me disant mais ça va pas cette phrase. Ça va pas parce que l'IA a dit, ça veut dire qu'on rentre dans une forme d'anthropomorphisation de l'intelligence artificielle. Donc il vaut mieux dire réponse de l'IA ou réponse générée par l'IA. Et je suis mais alors à 100% d'accord avec la remarque de cette collègue. C'est-à-dire que moi-même, qui tout à l'heure ai parlé d'empathie, de pièges psychologiques, etc., là, il y a des éléments sur lesquels je n'avais pas fait suffisamment attention, donc tout ça s'améliore grâce aux échanges avec les collègues. Il y en a un qui continue les échanges, c'est Julien, est-ce que tu continues ton idée de livrer un prompt comme ça sur les Je réseaux? ne sais pas si j'arriverai à livrer quelque chose régulièrement. En fait, c'est surtout que l'année dernière, je me suis retrouvé à utiliser l'IA de manière ponctuelle en suivant un certain nombre de formations ou voilà, même Michael qui proposait des ateliers, mais c'était ponctuel et c'était pas organisé. Et puis à partir de mars, il y a eu beaucoup de travail pour le livre. Ça a fait réfléchir, ça a fait se dire comment envisager d'utiliser l'IA. Et en fait, depuis la prévision de la rentrée, l'IA, je l'ai intégré à mon organisation, à ma préparation, et me dire, tiens, dans ma pratique quotidienne, est-ce que l'IA pourrait me permettre de faire un certain nombre de choses? Et en fait, il y a un petit peu une case dans la tête qui me dit, tiens, cette chose-là, est-ce que je pourrais pas l'envisager avec l'IA? Et donc, c'est un petit peu au fil du temps. S'il y a des projets, enfin, tu vois, il y a les évaluations nationales, il y avait un travail sur l'affluence. C'était une proposition qui m'est venue en me disant, tiens, comment je pourrais envisager de proposer des ateliers avec ça, quoi.
Alors, d'ailleurs, je me permets, Julien, tu as quand même devant toi une porte dorée là-dessus. Si vous voulez enrichir l'ouvrage dans le futur, tu as une expérience de directeur. J'en connais qui te paieraient pour avoir des astuces pour gagner du temps en tant que directeur en utilisant l'IA. Et je connais d'autres collègues qui ont ces directeurs-là qui te paieraient aussi pour éviter d'avoir un travail mal agencé avec une IA en termes de préparation. Bah, après c'est intéressant parce que moi, pour l'instant, pour la direction, je l'ai pas encore tant que ça utilisé. Alors, je l'ai fait de manière ponctuelle pour rédiger certains documents alors, comme des projets, quand on envisage ou on porte candidature pour un projet, vu qu'on a une chance sur 10 ou 50, bah, ça vaut peut-être pas le coup de passer une heure sur une rédaction d'un document. Mais par contre, je l'ai pas encore trop utilisé. Voilà. Je pense que ça va venir aussi en fonction de certaines activités où je me dis, pour la direction, ça sera peut-être plus pratique pour certaines choses. Mais par contre, je suis toujours impressionné parce que pour faire des tests, je me rends compte qu'il y a quand même des choses qui sont impressionnantes et qui pourraient être un gain de temps énorme, quoi. On va bientôt arrêter là la discussion, mais admettons qu'un de nos auditeurs, auditrices veuille vous contacter parce que pour une raison X ou Y. Est-ce que vous avez un réseau préféré, une manière de faire préférée? Julien, tiens, puisqu'on a parlé réseau ensemble. Moi, je suis sur Blue Sky. Voilà, j'ai un compte aussi sur LinkedIn, Facebook ou Instagram, mais c'est vrai que j'utilise plus Blue Sky au quotidien. Et puis Mastodon. Mais voilà, je suis un peu partout. Mais c'est vrai que le LinkedIn et puis en ce moment, surtout Blue Sky, c'est ce que j'utilise le plus, quoi. Et avec mon prénom et mon nom, normalement, ça marche. Ok, je mettrai ça de toute façon, je vous citerai dans les, comment dirais-je, dans les posts sur les réseaux à la suite de l'épisode. Michael, de ton côté. Moi, en ce moment, je suis plutôt team LinkedIn. Voilà, X est un endroit de moins en moins sympathique. Facebook, je le réserve quand même plutôt à des gens que je connais pour de vrai. Blue Sky, j'y suis, mais j'arrive pas à accrocher. Et donc aujourd'hui, c'est quand même plutôt LinkedIn où je découvre des choses assez incroyables et où il y a des vrais. J'ai l'impression que beaucoup de collègues dans le monde de l'éducation se sont reportés sur ce réseau social. Tu évoques une migration qui irait d'un oiseau anciennement bleu à comment dirais-je, à la voie professionnelle de Microsoft? En fait, mais encore une fois, hein, j'ai expliqué tout à l'heure que moi, je m'attache pas à tous ces outils. Non, mais Donc, je vais là où j'ai l'impression que je peux trouver des choses, je peux trouver des informations et où j'ai l'impression qu'il y a des échanges qui sont constructifs avec les collègues. Si LinkedIn n'est plus cet endroit dans quelques mois, bah, j'irai ailleurs, je suivrai les collègues. C'est ça qui est important en fait, c'est de continuer à garder le contact ensemble et de continuer à discuter ensemble. Eh ben, écoute, je vais m'arrêter avec cette jolie phrase. Messieurs, merci beaucoup pour ce moment passé en votre compagnie. Merci d'avoir accepté l'invitation aussi. C'était très sympa. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose sur votre livre que vous vouliez absolument dire? Bah non, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour cette invitation. Eh bien alors, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne continuation à toutes et à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain épisode. Allez. Bonne soirée. Au revoir.